Bien, alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez été prévenus à temps de mon absence de la semaine dernière. Je suis désolé, j'aurais pu vous le dire parce que je le savais en fait et j'ai complètement oublié de vous prévenir. Et alors je suis d'autant plus désolé qu'aujourd'hui, comme une autre fois, en raison d'une réunion des directeurs du FR, et comme je ne suis pas directeur du FR, je suis directeur adjoint de l'UFR, mais la directrice de l'UFR est en mission à l'étranger, je dois aller à une réunion à 9h, donc on fera qu'une seule heure de cours. Je pense normalement pouvoir vous garantir que la suite des séances se dérouleront normalement, enfin je l'espère. L'un des problèmes à l'université, c'est qu'il faut être partout en même temps, et c'est un peu difficile. Alors, comme il y a... Oui, je vous en... Alors, oui, voilà, j'allais vous proposer d'abord de commencer le cours avec des questions. Le facteur va à Paris. Oui. Pourquoi on ne dit pas à Paris comme complément circonstanciel de l'UE? Alors, c'est une très bonne question et je vais y répondre là aujourd'hui. On va travailler sur le complément circonstanciel. La deuxième question, c'est Alice est une bonne avocate. Oui. Alors, là on a parlé de groupe verbal. Oui. Est une bonne avocate. Oui. Et on dit attribut du sujet, mais là on sort du groupe verbal, puisqu'on parle du sujet. Alors si on veut faire par exemple une flèche, on doit faire sortir du rectangle. Exactement, je vais vous montrer ça aussi, on va en reparler. Et je vous en prie. Est-ce que c'est simplement le verbe aller qui fait le complément d'objet indirect? Non, alors oui, il y a d'autres verbes, en général les verbes de mouvement, et là aussi c'est un point que je vais approfondir aujourd'hui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais de toute façon, comme on a eu une semaine d'interruption, reprendre là où je m'étais arrêté. Donc vous vous souvenez, j'avais commencé donc la semaine, il y a 15 jours à introduire cette terminologie grammaticale qui est donc une terminologie que vous pouvez utiliser dans les classes, hein, c'est une terminologie qui est faite pour ça. Je vous dis en passant qu'un travail d'harmonisation dans la francophonie est en cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'on essaie aussi de voir en Suisse romande, en Belgique, au Canada, si on peut essayer d'harmoniser la terminologie. Ce n'est pas évident parce qu'il y a d'autres traditions dans d'autres pays francophones. Et alors, le point qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la question des fonctions des mots et des groupes de mots. Donc je vais reprendre un peu rapidement les éléments que je vous avais déjà donnés. Et puis, à la fin, je vous proposerai un exercice d'application pour que vous puissiez expérimenter sur un petit texte votre compréhension de ces différentes fonctions. Alors, donc, outre la fonction, on verra ensuite les questions qui tournent autour de la phrase et de la proposition, puis ensuite on entre dans le détail des différents types de mots, hein, mots et groupes de mots, donc nom, déterminant, adjectif, etc. Et enfin, quelques éléments de terminologie sur le lexique. Alors, je vous rappelle d'abord la structure d'ensemble de la phrase en trois constituants au plus, c'est-à-dire, quand je dis trois constituants au plus, je veux dire par là qu'il n'y a que deux constituants obligatoires, le groupe sujet et le groupe verbal, le groupe circonstanciel étant toujours facultatif. Alors, évidemment, là, il s'agit d'une simplification. On peut avoir plusieurs groupes circonstanciels. Hein, on pourrait très bien avoir le nouveau facteur distribue le courrier à midi lorsqu'il est en forme, etc., etc. On pourrait avoir d'autres indications circonstancielles. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un GC1, GC2, etc. On peut en avoir plusieurs, mais ils ont tous la même structure. Le complément circonstanciel, on va y revenir, ces deux propriétés fondamentales sont donc non seulement le fait qu'il puisse être effacé, mais le fait qu'il puisse
être placés en début de phrase en particulier. À midi, le nouveau facteur distribue le courrier. Voire entre le groupe sujet et le groupe verbal, le nouveau facteur à midi distribue le courrier. Alors, cette propriété, le fait que le groupe circonstanciel soit déplaçable, c'est une propriété très importante du groupe circonstanciel et qui se comprend bien lorsque vous avez compris que c'est un élément périphérique par rapport à l'ensemble formé par le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, au fond, cette flèche, elle est simplificatrice. En réalité, le groupe circonstanciel, il est en relation avec l'ensemble formé par groupe sujet et groupe verbal. Pas tellement directement avec le groupe verbal. Mais pour simplifier, on le note parfois de cette façon. Je vous avais expliqué aussi, et je ne vais pas y revenir, que d'autres dénominations seraient possibles, par exemple groupe nominal, groupe verbal, groupe prépositionnel, ou sujet, prédicat, complément circonstanciel. Mais, disons, la notion de prédicat dans d'autres pays, notamment au Canada, est plus facilement utilisée, quoique il semblerait que dans les classes on observe, enfin en Suisse en particulier, on observe qu'elle est assez peu utilisée finalement. Mais bon, dans la tradition grammaticale française, c'est une innovation, je vous l'avais dit, qui n'est pas vraiment nécessaire, qui a une fonction, qui joue un rôle, puisque ça décrit le groupe verbal en termes fonctionnels, mais on peut s'en passer, puisque de toute façon, c'est une notion qui a posé problème dans sa réception, donc on peut sans grand dommage la remplacer par cette notion de groupe verbal. Bon. Donc ça c'est la première chose à comprendre, que la phrase est constituée de 2 ou 3 éléments et que donc il n'y a que 2 fonctions dans la phrase, je me répète beaucoup mais c'est vraiment essentiel à comprendre, la fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Il n'y a que 2 fonctions dans la phrase. Et toutes les autres fonctions, comme cela est bien indiqué ici, sont des fonctions à l'intérieur des groupes. Là, il se trouve que ce groupe sujet est un groupe nominal, donc il y a ici la fonction épithète, entre nouveau et facteur. Ici, la fonction complément d'objet direct, entre distribuer et le courrier. Alors, vous voyez, complément d'objet direct, c'est une notion usuelle dans la tradition grammaticale française, mais c'est typiquement le genre de dénomination qui est différente dans d'autres pays francophones où on va parler de complément du verbe, par exemple, de complément direct ou de complément indirect, mais pas de complément d'objet direct et indirect. Bon, ça c'est notre tradition française pour l'instant, peut-être qu'elle changera s'il y a une forme d'harmonisation intervient à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on en est là, on peut utiliser cette notion. Alors, vous pourriez me dire, mais vous n'avez pas mis de relation entre le et, par exemple, facteur. On pourrait mettre une flèche là pour identifier la fonction de cet élément, ou entre A et midi. Alors, cette petite remarque m'amène à apporter une précision, qui est que, d'une manière générale, quand je vous ai dit que le concept de fonction, et j'y reviendrai tout à l'heure, désigne une relation entre des constituants dans une structure, donc là par exemple une relation entre le constituant groupe sujet et groupe verbal dans la structure phrase, c'est la fonction sujet. Une précision que je n'ai pas donnée, c'est que les fonctions dans notre terminologie, dans notre tradition terminologique, ne qualifient les relations qu'entre des mots lexicaux, en réalité. C'est-à-dire entre un adjectif et un nom, entre un sujet et un groupe verbal, donc entre des mots lexicaux. On aurait très bien pu développer, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une relation déterminative entre le et puis entre un article et le nom. Mais en fait, notre tradition grammaticale n'a pas développé, au fond, des dénominations de fonctions pour les mots grammaticaux. Donc, les fonctions, elles ne s'appliquent, au fond, qu'à des mots ou des groupes de mots lexicaux.
Alors, je vous avais rappelé les deux principaux types de sujets, hein, le groupe nominal et le pronom. Le pronom personnel, donc le groupe nominal dans, par exemple, le facteur distribue le courrier, le sujet c'est le facteur, un groupe nominal, et puis le pronom personnel, il distribue le courrier. Alors, bien sûr, on verra après qu'il y a d'autres possibilités de sujets, hein, mais ces deux-là sont les deux principaux. Quand on introduit la notion, il suffit d'introduire le groupe nominal et le pronom, et on couvre déjà un très grand nombre de cas. Je voulais ajouter un point. Oui, alors il y a la question de l'accord, bien sûr. Hein, le sujet se caractérise dans sa relation avec le groupe verbal, si vous voulez, la relation exprimée par fonction sujet, elle est matérialisée par le phénomène de l'accord entre le sujet et le verbe. C'est-à-dire, le verbe se met s'accorde avec le sujet. Hein. Oui, voilà, ça y est, je retrouve le point que je voulais indiquer. Lorsqu'on décrit la fonction sujet en disant que le sujet peut être un groupe nominal ou un pronom. Là, on commence à mettre en œuvre, alors c'est peut-être évident pour vous, mais parfois pour les élèves, il y a des confusions, le plan des fonctions et des natures, au fond. Hein. C'est-à-dire qu'une seule et même fonction peut être assurée par des natures de mots ou de groupes de mots différentes. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose, donc un point pour lequel il faut s'assurer que les élèves ou les apprenants ont bien compris cette distinction entre nature et fonction et qui peut s'illustrer avec des exemples aussi simples que ceux-ci. Alors ensuite, on a donc les fonctions à l'intérieur du groupe verbal, hein, donc les fonctions complément d'objet et attribut, où on distingue simplement le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, avec comme principale structure de groupes verbaux ces structures-ci. Donc, soit le groupe verbal est réduit au verbe, c'est le cas, alors on y reviendra peut-être, hein, mais cette structure où le groupe verbal est réduit au verbe, son unicité apparente, hein, sa simplicité apparente, cache en fait des cas de figure assez différents. C'est-à-dire qu'on a, dans certains cas, par exemple le facteur d'or, on n'a pas de possibilité d'avoir un complément, donc vous savez qu'on parle dans ce cas-là de verbe intransitif. Lorsque je dis le facteur parle, je pourrais avoir un complément, parle à quelqu'un. Donc dans ce cas-là, j'ai un verbe qui est transitif indirect, mais qui est employé sans complément. Alors il y a toute une série de cas qui peuvent être décrits, dans lesquels on a l'effacement du complément, c'est-à-dire un verbe qui est transitif, enfin qui normalement s'emploie, enfin qui peut s'employer avec un complément d'objet direct ou indirect, et qui est employé sans complément. Et il peut dans certains cas y avoir des variations de sens importantes. Par exemple, un exemple très simple et très caractéristique, le verbe boire est un verbe transitif direct, il se construit avec un complément d'objet direct. Hein, il boit de l'eau, il boit du lait, il boit de la bière, etc. D'accord ? Mais lorsque vous employez le verbe dans certains contextes sans complément, en disant « il boit », bien, évidemment, vous savez que ce verbe signifie à ce moment-là « il est alcoolique ». D'accord ? Il boit de l'alcool, il boit régulièrement, etc. Donc le simple fait d'effacer le complément produit finalement un sens différent. Donc la polysémie d'un verbe peut être affectée par sa construction. Alors on parle dans ces cas-là de verbe transitif en emploi absolu pour boire. Hein. Un verbe transitif en emploi absolu, c'est-à-dire c'est un verbe qui peut avoir un complément, mais le complément est effacé pour toutes sortes de raisons. Il y a différentes raisons, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ensuite, on a les structures de groupes verbaux avec un groupe nominal ou avec un groupe
nominales prépositionnelles qui construisent donc le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Et là, je reviens donc pour répondre à votre question à le facteur va à Paris. Pourquoi on a affaire ici à un complément d'objet indirect et pas à un complément circonstanciel? Eh bien, tout simplement parce que dans la définition du complément circonstanciel, on a vu que le groupe complément circonstanciel doit être déplaçable et effaçable. Or, si je peux très difficilement je peux pas l'effacer. En français, on ne peut pas dire le facteur va. Si j'avais le facteur, je prendrai cet exemple tout à l'heure, mais le facteur travail à Paris, je pourrais très bien enlever à Paris et dire le facteur travail, ça marche bien. Mais là, le facteur va, ça ne marche pas. Et puis si je dis à Paris le facteur va, ça ne marche pas non plus. Donc je vois bien avec ces tests que ce groupe à Paris n'est pas un complément circonstanciel, mais syntaxiquement fonctionne comme un complément d'objet indirect. Cela dit, votre remarque est tout à fait justifiée dans l'histoire de la terminologie grammaticale, parce que jusqu'aux années 70 et même encore aujourd'hui, mais disons que officiellement, sauf erreur, à partir de la terminologie de 75, on a introduit cette notion de cette définition syntaxique du complément d'objet, du complément circonstanciel. Mais pendant des années, on a adopté un autre type de définition du complément circonstanciel qui était une définition sémantique, donc sur le sens. Donc, une indication de lieu, une indication de temps, une indication, etc., était forcément un complément circonstanciel. Donc, à une certaine époque, vous auriez eu raison. On aurait dit qu'à Paris était un complément circonstanciel, tout simplement parce que ça indique un lieu. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans un cas comme celui-ci, que c'est juste une histoire de mode? À un moment, on définissait les fonctions d'un point de vue sémantique. Alors, par exemple, on disait le sujet, c'est pas tellement le groupe sujet, je l'ai défini comme étant simplement le premier constituant obligatoire de la phrase. Bon, il précède le groupe verbal, il règle l'accord avec le verbe, mais j'ai jamais dit que le sujet c'était l'agent de l'action. Enfin, j'ai jamais dit que le sujet c'est la personne qui fait l'action, par exemple. Mais ça, d'un point de vue sémantique, c'est ce qu'on a pu dire à un moment donné. Alors, est-ce que ce passage d'une définition sémantique des fonctions à une définition syntaxique est juste une affaire, une affaire complètement contingente, où tout d'un coup on s'intéresse plus à la syntaxe qu'à la sémantique, ou est-ce que autre chose est en jeu et est-ce que c'est un progrès? Oui, c'est un progrès. Ça n'est pas juste une question de mode. Jamais on ne reviendra dans les traditions grammaticales à une définition sémantique des circonstances. C'est simplement qu'on n'était pas conscient des différences de fonctionnement grammatical entre une construction comme le facteur va à Paris et le facteur travaille à Paris. À partir du moment où on observe les propriétés syntaxiques, grammaticales des constituants, on voit bien la différence. Donc, ça n'est pas qu'une affaire de mode, c'est un progrès dans une définition de la terminologie plus proche des réalités linguistiques de la langue française. Alors, un autre point important qui caractérise, alors cette fois-ci, d'un point de vue sémantique, mais d'une sémantique, disons, grammaticale, qui caractérise le complément du verbe, c'est que le complément du verbe, il est en relation avec le sens du verbe. Alors que le complément circonstanciel est complètement indifférent au sens du verbe. Un complément circonstanciel comme à Paris qui indique un lieu, bon, ça marche avec quel genre de verbe? Qu'est-ce qu'on peut faire à Paris? Un milliard de choses, vous le savez. Voilà, on peut dire il travaille à Paris, il s'amuse à Paris, il fait ses études à Paris, il possède un appartement
À Paris, bon là c'est un cas un peu plus compliqué. Bref, on pourrait faire plein de choses à Paris. Si je donne une indication de temps, je ne sais pas moi, à 8 heures, eh bien, on pourrait aussi avoir toutes sortes d'événements qui se passent à 8 heures. Vous voyez, l'indication de l'heure ou du lieu n'impose pas une sorte d'événement particulier. Donc, un complément circonstanciel, c'est une indication qui fonctionne avec toutes sortes de groupes verbaux ou d'ensembles, groupe verbal plus groupe sujet plus groupe verbal. Alors qu'un complément d'objet, il est forcément lié au sens du verbe. C'est-à-dire que, bon, j'avais donné l'exemple de boire, normalement, le complément d'objet du verbe boire, c'est quelque chose qui se boit, c'est une boisson. Hein. Boire, je vous disais tout à l'heure, du lait, de l'eau, etc. Je sais pas moi, manger, c'est la même chose. Manger telle chose mangeable. Donc, si je prends un complément d'objet indirect comme parler, parler à, j'attends derrière, j'attends comme complément d'objet indirect ici, parler à un être animé en général. Hein. S'il parle à son frère, à Pierre, à Paul, si vous avez il parle à la chaise, bon, ouais, pourquoi pas, c'est syntaxiquement correct, mais sémantiquement, il y a un truc bizarre. Hein, vous êtes bien d'accord, soit on est dans la pathologie mentale, soit dans un univers où les êtres inanimés sont inanimés, et voilà. Bon, donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un lien de sens entre le verbe et son complément. N'importe quel groupe nominal ne peut pas être COD de n'importe quel verbe. Le verbe, par son sens, sélectionne des groupes nominaux. D'ailleurs, il existe une école linguistique qui analyse le sens des verbes en prenant la catégorie complète de tous les groupes qui peuvent être compléments de tel ou tel verbe. Bien. Alors, avec aller, on comprend bien pourquoi à Paris est un complément d'objet indirect. Parce que aller, c'est se déplacer d'un endroit à un autre. Comme boire, c'est ingérer un certain liquide. Donc, quand je dis que aller, c'est se déplacer d'un endroit à un autre, le fait que j'indique l'endroit où je vais est prévu par le sens du verbe aller. Le verbe aller impose l'indication, dans son complément, du lieu où on va. D'accord ? Donc il y a bien un lien de sens entre ce à Paris, entre l'indication de lieu à Paris et le verbe aller. Je ne pourrais évidemment pas ici avoir une indication de temps. Hein, le facteur va à 8 heures, ça ne voudrait rien dire, etc. etc. Bon. Alors, on va y revenir tout à l'heure avec d'autres exemples. Les deux autres cas ici sont des cas de double complémentation, où on a un complément d'objet direct, par exemple dans le facteur qui distribue son courrier à ma voisine, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, ou alors deux compléments d'objet indirect, comme dans le facteur parle de ses vacances à sa collègue. Je vous l'avais dit, hein, on a longtemps utilisé la notion de complément d'objet second ou de complément d'attribution. Dans cette nouvelle terminologie, on préconise une simplification ici, en parlant juste de complément d'objet indirect, c'est-à-dire qu'on distingue simplement le complément d'objet qui a une préposition ou qui n'en a pas. Il est direct s'il n'a pas de préposition, il est indirect s'il en a une. Alors, quant à la fonction attribut du sujet, on a bien affaire à un groupe verbal, puisque être est un verbe, hein, dans Alice est grande, ou Alice est une bonne avocate. Donc, la particularité de la fonction attribut par rapport à la fonction complément d'objet, c'est que dans le cas des verbes attributifs comme être, bon, être est le verbe attributif prototypique, mais il y en a d'autres, hein, être, devenir, demeurer, rester, etc. Puis un certain nombre de verbes
qui sont, dit-on, occasionnellement attributifs, mais ça, ce sont des détails sur lesquels je reviendrai plus tard. La particularité du verbe attributif, qu'on appelait aussi parfois la copule, hein, c'est que, au fond, c'est un pur outil grammatical. Il n'y a pas je veux dire, autant je peux donner le sens, je peux imaginer ce que signifie boire, manger, enfin marcher, dormir, etc., hein, qui sont des actions d'une certaine façon. Autant être, vous voyez, c'est un pur outil grammatical qui sert à dire que dans Alice est grande, la propriété de la grandeur est attribuée à Alice, ou Alice est une bonne avocate. Bon, c'est là aussi une catégorisation de Alice dans une certaine catégorie, disons, des bonnes avocates. Mais le verbe être en lui-même ne porte pas de sens. Donc, on ne peut plus avoir cette structure comme dans le cas des groupes verbaux qui ont un complément d'objet, où le complément a un rapport avec le sens du verbe, puisque là, le verbe, il n'a pas de sens. Il a un sens purement grammatical, il n'a pas de sens lexical. D'où cette notion de fonction-attribut. C'est une relation un peu différente entre, donc, l'élément qui est de fonction-attribut, donc soit l'adjectif, soit le groupe nominal, et donc le verbe. Alors, je répondrai tout à l'heure à la question sur le fait qu'on parle d'attribut du sujet. Là aussi, c'est une habitude terminologique qui peut être un peu trompeuse, mais je vais essayer de la justifier tout à l'heure avec des petits schémas. Il y a aussi l'attribut du COD, un petit peu plus compliqué, mais dont je reparlerai plus tard. Alors, j'en arrive enfin au point sur lequel je m'étais arrêté la dernière fois, la fonction complément circonstanciel. Donc, je rappelle ici, vous voyez que dans une phrase comme « le facteur distribue le courrier à 8 heures », on peut déplacer cet élément à différents endroits. Et c'est vraiment l'effacement et le déplacement, les deux propriétés très faciles à mettre en œuvre avec des élèves, qui permettent de repérer ce complément circonstanciel. Alors, vous noterez, lorsque on déplace, lorsqu'on tente de déplacer le complément circonstanciel, bon, je ne reviens pas là sur le début, vous relirez ça, j'ai déjà expliqué ces notions tout à l'heure, mais simplement je rappelle ici que les autres éléments dans la phrase qui ne sont pas le complément circonstanciel ne peuvent pas être déplacés de la même façon. Lorsque je passe de le facteur travail à Paris à Paris le facteur travail, je n'ai aucun problème du point de vue syntaxique, contrairement à Paris le facteur va, qui n'est pas possible. Donc là, du point de vue syntaxique, on est clair, il y a vraiment une transformation qui est possible dans le facteur travail à Paris le facteur travail, et une transformation qui n'est pas possible, le facteur va à Paris le facteur va, pas possible. D'accord ? Sauf qu'il y a une complication supplémentaire, c'est que lorsque je déplace à Paris, dans le facteur travail à Paris le facteur travail, je déclenche une petite nuance de sens tout de même. Alors je ne sais pas si en particulier les étudiantes étrangères perçoivent la chose, mais lorsqu'on dit à Paris le facteur travail, il y a comme le présupposé que s'il n'est pas à Paris, il ne travaille pas. Donc ça, c'est une nuance de sens assez fine, mais qui ne bouleverse pas complètement le sens de la phrase. Vous êtes d'accord ? Il y a quand même là une nuance qu'il faudra prendre en considération à un moment donné, mais contrairement à des exemples qu'on va voir tout à l'heure, vous conviendrez que ce changement de sens est un changement très léger. C'est une nuance de sens, c'est une sorte de présupposition qui est là, déclenchée par ce déplacement, lié donc à la relation, lié à des facteurs dont je parlerai plus tard. Alors, ensuite,
comme dans le cas du sujet, on peut faire observer que les groupes circonstanciels peuvent être variables dans leur nature. Donc, il y a le groupe nominal prépositionnel, comme à 8 heures. On peut avoir un groupe nominal qui est complément circonstanciel, donc le matin, dans le facteur distribue le courrier le matin. Là, je peux aussi dire le matin, le facteur distribue le courrier, je peux l'enlever, etc. Il y a l'adverbe, qui peut être aussi complément circonstanciel, comme aujourd'hui. Le facteur distribue le courrier aujourd'hui. Je pourrais dire aujourd'hui, le facteur distribue le courrier. Alors là, ce qui va être difficile avec l'adverbe, c'est de faire la différence entre l'adverbe qui est un modificateur du verbe et l'adverbe qui est complément circonstanciel, mais on y reviendra plus tard. Et puis, si on sort du cadre de la phrase simple, la subordonnée, on peut avoir en fonction de groupe circonstanciel, de complément circonstanciel, une proposition subordonnée. Par exemple, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Quand le jour se lève est une proposition subordonnée qui joue le même rôle que, par exemple, le matin. Et je pourrais la mettre en tête de phrase. Quand le jour se lève, le facteur distribue le courrier. D'accord ? Alors, on reviendra plus tard sur la subordonnée circonstancielle, mais vous remarquerez qu'à l'intérieur, il y a à nouveau une structure groupe nominal plus groupe verbal. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, ces points-là sont les points essentiels. C'est-à-dire repérer qu'un groupe est de fonction circonstancielle et être capable de dire que, du point de vue de sa nature, ce groupe circonstanciel est un groupe nominal prépositionnel, un adverbe ou une proposition subordonnée. Une autre précision qu'on peut donner, mais je dis très clairement qu'elle est facultative, c'est beaucoup moins important, ça peut venir en plus, après, c'est de préciser sémantiquement quelle est l'indication donnée par ce complément circonstanciel. Alors ça peut être une indication de lieu, de temps, de lieu, d'accord ? Et chaque fois, cette indication de temps ou de lieu, elle peut être, du point de vue de la nature, actualisée par un groupe nominal prépositionnel, un adverbe ou une proposition subordonnée. D'accord ? Donc, voyez l'articulation des choses. D'abord, repérer, grâce aux transformations de la phrase et aux deux propriétés d'effacement et de déplacement, qu'on a bien affaire à un complément circonstanciel. Ensuite, indiquer sa nature. Et enfin, en troisième lieu, secondairement, dire s'il s'agit plutôt d'un complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. Parce que ça, de toute façon, c'est très facile. Ça ne pose pas de difficulté en général. Mais très clairement, d'un point de vue syntaxique, c'est une information assez secondaire. Alors, maintenant, on va voir quelques petits problèmes de frontières entre la fonction complément circonstanciel et la fonction complément d'objet. Alors, considérez d'abord cette phrase. Ils l'ont vu tomber du bateau. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors, oui, par exemple, qu'est-ce que vous comprenez ? Il y a quelqu'un qui était sur un bateau. Oui. Et il est tombé à l'eau du bateau. D'accord. Et il y a d'autres personnes qui l'ont vu comment tomber à l'eau du bateau. D'accord. Alors, tout à fait d'accord, sauf que cette phrase a aussi un autre sens, tout à fait différent. Ah, ça y est. Les personnes qui l'ont vu tomber étaient dans le bateau. Exactement, voilà. Donc, on a ces deux possibilités. Soit, je comprends, comme vous l'avez dit, que du bateau est le point de départ de la chute. Il y a une chute, il est tombé
il était sur le bateau et il est tombé à partir du bateau. Donc ici, dans cette première interprétation, du bateau indique le point de départ de la chute, signifié par tomber. Mais on a une autre interprétation où du bateau indique le lieu où sont ceux qui ont vu tomber une autre personne. Mais on ne sait pas d'où il est tombé à ce moment-là. Hein. Il est tombé, on ne sait pas d'où, mais on sait que les personnes étaient sur le bateau et depuis le bateau, ils ont vu que quelqu'un tombait. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant avec ce type d'ambiguïté, ça c'est clairement ce qu'on appelle une ambiguïté syntaxique, c'est que ces deux interprétations correspondent à deux structures de phrases différentes. Alors, la question devient donc, est-ce que du bateau, c'est un complément d'objet indirect de tomber ou un complément circonstanciel ? Eh bien justement, en fait, les deux, mais chaque fois avec une interprétation différente. Alors comment on fait ? Si j'efface, ils l'ont vu tomber, ça ne me donne pas une information, c'est possible de toute façon dans les deux cas. En revanche, si je mets du bateau au début de la phrase, si je dis « du bateau, ils l'ont vu tomber », là, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Vous êtes d'accord ? Si je dis « du bateau, ils l'ont vu tomber », ça veut dire qu'ils l'ont vu tomber. Bien. Alors, c'est cela la clé de l'affaire, c'est que ça signifie donc que lorsque du bateau peut être mis en début de phrase, et donc lorsque du bateau signifie le lieu où sont les personnes qui regardent, j'ai une fonction complément circonstancielle pour du bateau. Alors que si je ne peux pas, l'interprétation dans laquelle du bateau indique le point de départ de la chute, elle n'est pas possible si je mets du bateau en début de phrase. Par conséquent, ça signifie qu'on a affaire ici à un complément d'objet indirect, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre le complément en début de phrase. Et alors, si je reprends ce que je vous disais tout à l'heure sur la relation de sens entre le verbe et le complément, on comprend bien pourquoi, dans ce cas-là, on a affaire à un complément d'objet indirect. Parce que tomber, c'est passer d'un certain lieu à un autre. Donc, l'indication du point de départ de la chute, elle est prévue par le sens du verbe, elle est en relation avec le sens du verbe. D'où l'idée de complément d'objet indirect. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux sens complètement différents pour deux analyses. Donc la situation est bien différente de le facteur travail à Paris, le facteur travail, où on avait une nuance, une simple nuance de sens, avec un déplacement possible malgré tout. Alors, dans le même genre, il joue à lancer la balle dans la cour. Alors est-ce que vous vous doutez cette fois-ci qu'il y a deux significations ? Est-ce que vous voyez les deux sens de la phrase ? Oui ? Soit il est dans la cour et il joue à la balle, Oui. soit il est à l'extérieur de la cour et il lance la balle dans la cour. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez, maintenant que vous avez les deux interprétations, dire dans quelle interprétation on a quelle fonction ? Déjà dans la cour, c'est une Oui. s'il lance, s'il n'y est pas et qu'il lance dans la cour, c'est Exactement, complément d'objet indirect, vous avez très bien compris. Donc, si je dis « dans la cour, il joue à lancer la balle », j'indique le lieu où est la personne, mais je ne dis pas le point d'aboutissement du lancer. Donc, dans ce cas-là, j'ai en effet, si je dis, j'ai oublié de préciser, « dans la cour, il joue à lancer la balle », j'ai forcément le sens de « il est dans la cour ». Et la balle, on ne sait pas où elle va. On ne sait pas où elle va. Et par conséquent, donc c'est dans ce sens-là que je vais avoir la fonction complément circonstancielle, alors que je vais avoir dans « il joue à lancer la balle dans la cour », où dans la cour signifie le lieu d'aboutissement du lancer, la fonction complément d'objet indirect. Pourquoi ? Parce que lancer, le sens de lancer, c'est faire passer d'un endroit à un autre.
Donc, quand j'indique le point d'aboutissement du lancer, je donne une indication qui est prévue par le sens du verbe, d'où l'idée de complément d'objet indirect. Donc, ça répond à la question que vous me posiez, monsieur, tout à l'heure, sur le fait de savoir si, comme le verbe aller, là, hein, vous disiez, on a beaucoup de verbes qui donnent une indication de mouvement, ont comme complément des compléments d'objet indirect, hein, et non pas des compléments circonstanciels. Pourquoi ? Parce que, comme ils signifient un mouvement, en général, ils prévoient dans leur signification soit qu'on indique le point de départ ou le point d'aboutissement du mouvement. D'ailleurs, là, on pourrait... ils l'ont vu tomber du bateau. J'ai donné ici une phrase avec le point d'aboutissement, le point de départ de la chute, mais on pourrait très bien avoir le point d'aboutissement de la chute. Hein. Ils l'ont vu tomber dans... bon, alors après, c'est un peu plus tordu, mais si je dis ils l'ont vu tomber, je sais pas moi, dans la cour, on pourrait avoir le même genre d'interprétation. Un peu moins naturel, quoi, c'est un peu bizarre. Mais syntaxiquement, ce serait tout à fait possible. Alors, maintenant, il reste un dernier point. Les fonctions dans le groupe nominal, puisqu'on a vu les fonctions dans l'ensemble des autres groupes. Alors, vous vous souvenez qu'on avait vu une série de formules pour le groupe verbal, avec verbe plus groupe nominal, ou verbe plus groupe nominal prépositionnel, etc. De la même façon, pour le groupe nominal, on a une formule canonique qui est donc déterminant plus nom plus expansion. Alors, l'expansion aussi, ici, est facultative. Alors, vous remarquerez quand même que du point de vue structural, et ça c'est quelque chose que les générativistes la linguistique générative a bien vu, pensez à la structure de la phrase, bon, c'est différent malgré tout, hein, mais avec groupe sujet, plus groupe verbal et facultativement groupe circonstanciel. Vous voyez, on a encore une structure avec 3 éléments dont le 3e est facultatif. Hein. Donc là, il y a quelque chose sans doute d'assez, enfin, une sorte de régularité, bon, bien qu'on ne puisse pas du tout mettre en parallèle la structure du groupe nominal et la structure de la phrase. Hein. C'est une sorte de similarité comme ça de surface, enfin, qui dit peut-être quelque chose au plan cognitif, mais je passe sur ce point. Donc ce qu'on appelle l'expansion ici, ça peut être 2 choses différentes, soit un adjectif, hein, une bonne avocate, par exemple, soit un complément du nom, hein, lorsqu'il s'agit d'un groupe nominal prépositionnel, la pharmacienne de mon quartier. Alors, je vais terminer en vous proposant schématiquement une synthèse, enfin je veux dire une synthèse sous forme de schéma de l'ensemble des fonctions qu'on a vues. Donc, on a d'abord ces 2 fonctions sujet et complément circonstanciel. Alors là, vous voyez, je l'ai représenté d'une façon plus juste, avec l'idée que le complément circonstanciel, il est en relation avec l'ensemble formé par le sujet et le groupe verbal. Ça, c'est les fonctions dans la phrase. Ensuite, on a les fonctions dans le groupe verbal. Alors, en effet, lorsque on compare les fonctions complément d'objet direct et complément d'objet indirect qui établissent une relation entre le verbe et le groupe nominal, dans le cas de la fonction attribut du sujet, certes c'est une fonction à l'intérieur du groupe, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué parce qu'on est à l'intérieur du groupe verbal, ça forme un tout. Hein. Alice est grande, Alice est une bonne avocate. Mais lorsque je parle de fonction attribut du sujet, le sujet en question il est extérieur au groupe verbal.
Mais si vous voulez, ça c'est simplement le legs de la tradition grammaticale qui nous conduit à nommer la fonction de cette façon-là. Je pourrais très bien me contenter de dire que la fonction c'est attribut. Alors évidemment, on a introduit, là je ne précise pas, mais je suppose qu'on a introduit l'attribut du sujet pour distinguer de l'attribut du COD. Qu'on verra plus tard. Donc ça, ce sont les fonctions dans le groupe verbal, avec en effet cette... quand je dis dans le groupe verbal, il est vrai que ça pose un problème parce que dans le cas de la fonction attribut, je n'ai pas la relation entre un verbe attributif et ça. Mais pour la dénomination de ma fonction ne qualifie pas cette relation. Mais pourtant, elle existe, cette relation. Ça, c'est un problème. Et puis, dans le groupe nominal, on vient de voir la fonction épithète et la fonction complément du nom. Alors, l'exercice que je voulais vous proposer, donc vous le ferez chez vous, puis on le corrigera en début de séance la semaine prochaine. Vous le retrouverez sur le PowerPoint. Je vais le mettre en ligne dès que possible, demain, normalement. Donc, je vous demande simplement d'essayer de trouver toutes les fonctions qu'on a vues, fonctions sujet, complément d'objet, etc., d'analyser en termes de fonctions tout ce que vous pouvez dans ces phrases. D'accord ? Donc on les prendra l'une après l'autre, toutes ces phrases, et on essaiera de voir à chaque fois comment on applique les fonctions, et on verra si des difficultés apparaissent ou pas. Alors, n'hésitez pas surtout, quand vous préparez cet exercice, même si vous trouvez la solution à un moment donné, à me signaler, parce qu'il faut qu'on éclaire ces points-là, des cas pour lesquels vous auriez hésité ou qui vous paraissent difficiles, etc. Parce que ça m'obligera à vous donner peut-être des précisions auxquelles je n'ai pas pensé. Et donc, si vous voulez, cet exercice, c'est un exercice que je vous propose de faire pour non pas juste pour vérifier si vous avez bien compris, mais enfin, c'est pour ça aussi, mais également pour pouvoir vous apporter des éléments complémentaires si nécessaire et vérifier, si vous voulez, que les descriptions que je vous ai données pour les fonctions sont suffisantes ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Oui? Seulement une petite chose, par exemple, quand vous avez parlé du verbe aller, vous avez dit aller d'un endroit à l'autre. Si par exemple dans la phrase, au lieu de je vais à Paris, sinon je vais de Lyon à Paris, nous aurions deux COI, oui. Ou un seul COI? Deux COI. Je vais de Lyon à Paris. Ce serait un peu comme il parle de ses vacances à sa collègue, l'exemple qu'on avait tout à l'heure. On a deux groupes nominaux prépositionnels. Donc, et là, effectivement, ça marche très bien dans la structure du verbe, puisque aller, c'est un déplacement. Je peux indiquer uniquement le lieu d'aboutissement, uniquement le lieu de départ, ou bien les deux. Donc, mais oui, c'est vraiment important de comprendre. Les Guillaumiens, utilisaient cette phrase que cette expression selon laquelle oui, c'est ça, le verbe programme en quelque sorte ses compléments. Il y a une sorte de programmation, de prévision des compléments dans le sens du verbe. Le sens même du verbe, prévoit des compléments. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que c'est cette intuition qui justifie l'apparition de la notion de complément, parce qu'on a l'impression que ça complète le verbe, et donc qu'il est incomplet lorsqu'il n'a pas ses compléments. S'il est incomplet, c'est bien qu'il est incomplet de quelque chose dont il a besoin, en quelque sorte, qu'il génère lui-même. Pas d'autres questions ? Bien, alors écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine, cette fois-ci pour une séance normale qui aura lieu et qui durera 2 heures. Voilà, merci de votre attention.